bon après-midi. Merci d'être là. Si vous voulez prendre place, je vais commencer la présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On n'est pas un très grand groupe, ça fait qu'on a le temps de parler un petit peu plus des sujets qui vous tiennent plus à cœur, quelque chose de peut-être plus pointu. Cet après-midi, donc j'ai 30 minutes pour vous parler d'intelligence artificielle. Et évidemment, l'intelligence artificielle, c'est un sujet très vaste que tout le monde semble vouloir s'accaparer. Donc, si on regarde, les derniers sondages nous disent que presque 100% des entreprises ou des gens, évidemment, connaissent l'intelligence artificielle, savent qu'ils doivent faire quelque chose avec l'intelligence artificielle, mais la plupart n'ont pas la moindre idée de quoi faire avec. Ça fait que cet après-midi, je vais essayer de démystifier ça dans quelques aspects et de vous montrer un petit peu comment Cisco l'approche. Il y a évidemment, il y a des thèmes récurrents là-dedans qui sont chez Cisco très importants. Donc, comment, premièrement, travailler sur nos produits, notre infrastructure pour vous permettre de mettre en place des serveurs, du réseau et toutes sortes d'équipements pour finalement mettre en place votre système d'intelligence artificielle interne, mais aussi comment utiliser les ressources qui sont disponibles dans le nuage ou ailleurs et de les sécuriser, de les abrier, de les encadrer pour s'assurer que ça donne les résultats que vous souhaitiez et s'assurer aussi que vous puissiez avoir un retour sur l'investissement parce qu'on ne se le cachera pas présentement. D'investir dans des serveurs ou dans une infrastructure pour faire de l'intelligence artificielle, c'est très coûteux. Et cet après-midi, il y a 3 aspects que j'aimerais couvrir avec vous. D'une part, très rapidement, je vais parler de l'utilisation responsable de l'intelligence artificielle. Je pense que c'est important que, de votre point de vue, vous fassiez affaire avec un partenaire qui a quand même certaines conventions qui vous met en fait des règles qu'il va suivre par rapport à l'intelligence artificielle. Je vais passer brièvement sur l'intelligence artificielle ou comment on utilise à l'interne, comment vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle au niveau des produits Cisco. Et finalement, je vais parler, parce que c'est le domaine qui m'intéresse le plus, de comment on peut déployer, tant du point de vue réseau, serveur, des services d'intelligence artificielle qui sont pour votre entreprise, pour vous, pour votre propre bénéfice. Alors, commençons par l'utilisation responsable de l'intelligence artificielle. C'est sûr que dans ce contexte-là, il y a beaucoup de mauvaise presse qui s'est faite dans le passé sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. On comprend très bien, particulièrement en sécurité, en cybersécurité, que la plupart des attaques aujourd'hui sont générées à partir de robots ou d'autres manifestations de l'intelligence artificielle et que nous, dans nos produits, on utilise l'intelligence artificielle aussi pour détecter ces attaques, ces cyberattaques-là. Donc, il y a comme un combat entre le côté sombre de la force, puis le côté obscur de la force et le côté éclairé de la force. Chez Cisco, on essaie d'être du côté éclairé le plus possible, en ayant évidemment en tête qu'il faut protéger nos clients de tout ce qui est malveillant, donc les faux contenus, les hallucinations, les biais, les résultats imprévus. Et on va parler tantôt de sécuriser, par exemple, l'invite de commande. En anglais, ça s'appelle le prompt. Donc, vous savez que l'intelligence artificielle, une fois que les données ont été travaillées, l'inférence est faite, vous pouvez continuer à influencer son apprentissage et son inférence en posant des questions. Et plus vos questions peuvent être malicieuses, plus les résultats peuvent être surprenants ou même carrément hallucinants. Alors, chez Cisco, on a vraiment... C'est évidemment une entreprise californienne, donc l'inclusion, diversité, s'assurer qu'aussi on mette en place un système qui favorise l'humain, qui est l'humain au centre de tout, et non pas travailler à des domaines qui seraient en dehors de ça et qui mettraient en risque donc la santé ou la vie des humains, et de respect évidemment de la vie privée et de la sécurité. Donc, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle de façon responsable. On a signé évidemment les protocoles de Rome et les autres protocoles dans l'industrie qui sont connus pour que vous puissiez évidemment utiliser ces produits-là en toute conscience. Regardons maintenant l'intelligence artificielle au niveau des produits Cisco. Alors, dans toutes nos gammes de produits, évidemment, puis là, je sais que vous allez me dire, tous les manufacturiers font ça, Jacques, c'est pas juste Cisco. Mais oui, nous autres aussi, on a bâti notre propre
langage, notre propre modèle qui nous permet donc d'utiliser les données dans nos produits afin d'améliorer l'expérience client. Et ça, sur plusieurs fronts. Fait que je vais en couvrir quelques exemples ici, mais vous voyez que dans Cisco, évidemment, on a quand même un paramètre assez large de produits, alors que ce soit au niveau réseau, on va parler de comment on prédit l'Internet, on va parler aussi de comment on utilise nos assistants basés sur l'intelligence artificielle puis sur le mode conversationnel pour programmer ou pour mettre en place des nouvelles fonctionnalités dans nos réseaux. Sécurité, je l'ai parlé tantôt, les attaques viennent souvent de l'intelligence artificielle, il faut combattre le feu par le feu. La collaboration, c'est le domaine, évidemment, avec lequel on a commencé chez nous. Les produits WebEx, ça fait longtemps qu'ils intègrent des algorithmes et des modèles, autant du côté, on va voir tantôt le LLM, donc Large Language Model, et du côté RMM, Real-Time Media, pour vous donner une expérience client vraiment hors du commun. Alors ça, c'est dans notre série WebEx. Au niveau de l'observabilité, bien encore là, tout ce qu'on a fait au niveau de comprendre les données de l'Internet, de comprendre les patterns de trafic et s'assurer qu'on puisse acheminer le trafic de la meilleure façon possible, bien, c'est dans cette section-là qu'on va le retrouver, évidemment, avec des produits, là, je vous mentionnerai tantôt. CX, ça, c'est toute notre composante support, TAC, contrat de service, etc. Mais aujourd'hui, quand vous ouvrez un billet de service chez nous et que vous envoyez vos informations, vos Showtech, vos informations par rapport aux bugs que vous avez, aux problèmes que vous expérimentez, bien évidemment, c'est passé à travers un système qui essaie de détecter qu'est-ce qui a pu se produire, quelle version de code vous roulez, c'est quoi les vulnérabilités auxquelles vous pouvez faire face, etc. Alors, si on commence avec les produits de prédire l'Internet, et ça on parle déjà d'un produit qui est là depuis au moins 7-8 ans, qui consiste à regarder plusieurs paramètres au niveau de ce qui se passe dans votre réseau WAN. Comment, par exemple, vous accédez à partir de votre centre de données, ou comment vos usagers accèdent à des services, par exemple SaaS. On parle souvent de Microsoft Office 365, on va parler de serveurs qui sont chez AWS, on va parler aussi du lien qui relie vos usagers à votre centre de données pour des applications privées. Alors, on mesure les différents paramètres sur une grande période de temps et on est capable, à partir de ces données-là qu'on accumule depuis longtemps, de prédire un peu l'Internet. Et ce que ça nous permet de faire, c'est ça va nous donner, par exemple, une différenciation pour ici on va parler de 2 banques, mais des clients, par exemple, qui observent les données, qui sont capables de regarder ce qui s'est passé depuis un certain temps et de détecter dès qu'il y a des paramètres qui ne semblent pas nécessairement des pannes, qui ne seront pas nécessairement des alertes sur votre centre de surveillance, mais qui vont vous donner une visibilité sur le fait que le réseau est en train de se dégrader. Et à partir de ces composants, de ces données, de cette information-là, être capable de rerouter les services. Donc, ça va vous donner, par exemple, une banque qui, au lieu d'avoir 2 heures de panne, va être capable, elle, de rerouter le trafic de façon dynamique et d'avoir plutôt un 4 minutes de ralentissement pour ses usagers. Alors ça, c'est des cas, évidemment, vécus qui ont été documentés chez nous dans des papiers blancs, dans des white papers, et donc qui peuvent être consultés. Ça permet donc d'avoir cette visibilité-là. Non seulement, souvent, on dit, OK, c'est le fun, mettons Thousand Eyes ou nos produits de visibilité vont nous dire, OK, la panne est à telle place, mais c'est plus important, selon moi, d'être capable d'éviter la panne et d'éviter des problèmes là, au niveau des appels de services, etc. Du côté du sans-fil, évidemment, on utilise beaucoup l'intelligence artificielle pour comprendre qu'est-ce qui se passe avec les différents paramètres, le sans-fil étant évidemment beaucoup plus sensible aux interférences, aux pertes de signal, à des paquets mal formés, et d'autres problèmes. Alors, on est capable de, encore là, prédire, mais aussi vous permettre de détecter des expériences clients qui ne sont pas optimales et d'adresser ces situations-là de façon proactive. Fait que les clients qui vous appellent dans vos réseaux, qui disent « Ah, ce matin, je n'ai pas été capable de me connecter. Est-ce que c'est vraiment le réseau sans fil? Est-ce que c'est le DHCP? Est-ce que c'est une autre composante qui ne répond pas de façon adéquate? » Alors, c'est ce genre de situation-là que des tableaux de bord qui comportent maintenant
des dizaines et des centaines d'informations, mais quand c'est compilé puis c'est crunché par l'intelligence artificielle, ça devient beaucoup plus facile à digérer pour nous autres, les humains, et d'agir en conséquence. Du côté sécurité, évidemment, la grosse affaire chez Cisco, c'est qu'on n'était pas nécessairement... Bon, on est connu pour nos firewalls, évidemment, qu'on a depuis des années. On avait évidemment des services... comment on sécurise, par exemple, avec Multi-Cloud Defense, comment on sécurise vos applications dans le nuage, etc. Mais on n'était pas nécessairement reconnu pour offrir des data lakes, pour offrir donc des endroits où on pouvait colliger toutes les informations qui venaient de vos différents services, que ce soit SaaS, que ce soit les firewalls, les IPS et autres systèmes que vous avez en place pour contrôler l'information. Et donc, on n'était pas reconnu pour ça. Là, on a fait une petite acquisition de 28 milliards de dollars qui s'appelle Splunk, qui nous donne donc cette visibilité-là, qui nous permet d'aller chercher toutes ces informations-là et de les colliger ensemble pour vous donner une visibilité beaucoup plus grande sur le réseau. Alors, évidemment, l'Event Manager de Splunk, pour nous, c'est une bénédiction parce que ça nous permet de répondre à des questions sur qu'est-ce qui s'est passé dans le temps, avec certaines situations, et ça nous permet donc d'avoir ces informations-là stockées à quelque part et permet de répondre à ces questions-là. On avait déjà développé XDR, qui est en fait notre outil pour détection en temps réel de ce qui se passe, mais ce n'était pas un outil qui intégrait nécessairement une visibilité sur le long terme. Et ce qui manquait à cet outil-là, essentiellement, c'est la capacité d'orchestrer la réponse. Une fois qu'on a l'information, on sait qu'il se passe quelque chose dans un bureau XYZ à quelque part, mais qu'est-ce qu'on fait? Bon, bien, c'est là qu'on est capable, avec l'outil de Splunk, de combiner toutes ces trois forces-là ensemble et d'offrir un service beaucoup plus complet pour nos gens qui sont en cybersécurité. Évidemment, Splunk nous apporte aussi... Puis là, on va être honnête là-dedans, Cisco nécessairement n'a pas une part dominante dans le marché de la cybersécurité. Bien, avec Splunk, on est capable de faire du multi-vendor. Donc, on est capable d'aller chercher tout le monde et toute l'information, colliger ça et vous amener un temps-réponse vraiment rapidement. Bon. L'autre aspect qui est intéressant, tout ce qui est au niveau assistant intelligence artificielle, c'est tout l'aspect programmation. Combien de fois on se demande, OK, je veux déployer telle fonctionnalité dans mon réseau, je veux ajouter telle politique de sécurité dans mon réseau, comment je fais ça? Et là, ben, vous pouvez soit lire le manuel, vous pouvez faire un Google, et vous pouvez vous pratiquer dans un lab, ce qui est assez rare. Généralement, on n'a pas toujours un lab à portée de la main. Et là, l'idée, évidemment, c'est de simplifier la chose, c'est de dire, bon, bien là, vous avez un assistant, vous avez quelqu'un qui peut aller faire cette recherche-là pour vous et vous amener les informations pertinentes dont vous avez besoin pour, évidemment, faire les activités dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Alors, ce produit-là est maintenant disponible dans la plupart de nos produits. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un ChatGPT glorifié qu'on aurait mis dans AWS ou ce n'est pas Copilot de Microsoft dans un Azure Stack. C'est vraiment un autre outil qu'on a développé avec nos données internes. Donc, ça permet d'avoir une fiabilité au niveau des données, etc., qui ne serait pas nécessairement là pour l'ensemble des outils qui seraient disponibles sur Internet. Je vais vous parler rapidement d'Hypershield, parce que tantôt, je vous ai dit que, bon, Cisco, cybersécurité, on n'était pas nécessairement reconnu là-dedans pour être, ou en tout cas depuis quelques années, on n'était pas nécessairement dans les leaders, dans le Magic Quadrant, où on n'était pas nécessairement une présence très forte au niveau cybersécurité. Hypershield vient changer un peu la donne là-dedans. Donc, on a acheté une compagnie qui s'appelle Isovalent, qui permet de regarder qu'est-ce qui se passe au niveau des kernels des serveurs. Je vous explique rapidement, là. Donc, au niveau de chacun des serveurs, avec BBPF, là, le Extended Beckerley Filter Protocol, on est capable d'aller voir tous les appels qui sont faits par les processeurs vers les différents services qui sont offerts par serveur Linux ou Windows. On est capable de mettre un filtre là-dessus. On est capable de mettre un deuxième data plane pour évaluer l'impact si on fait une rémédiation.
On est capable aussi d'upgrader partiellement des codes et voir qu'est-ce qui va se passer au niveau et l'impact au niveau du trafic. En faisant cette mise à jour-là, est-ce qu'on crée plus de problèmes ou on règle les problèmes? Et donc, ça, c'est merveilleux si vous avez un serveur à gérer. Mais vous pouvez vous imaginer que dans un contexte où vous avez beaucoup de serveurs, beaucoup de services cloud qui utilisent ce type de filtre-là. Et bientôt, on a annoncé qu'on va mettre des DPU, des Data Processing Units, dans nos serveurs et dans nos commutateurs qui vont avoir cette même fonctionnalité-là. Donc là, vous allez pouvoir potentiellement toucher des milliers d'unités de devices, en bon français, d'unités un peu partout dans votre réseau, qui vont amener des tonnes et des tonnes d'informations. Alors, comment colliger ça? Et c'est là la sauce secrète du colonel, c'est vraiment comment on est capable de prendre toutes ces informations-là et de rendre cette information-là pertinente pour les gens qui vont monitorer la situation. Hypershield fait ça. C'est unique dans l'industrie présentement. Il y en a beaucoup qui en ont parlé. Mais donc, c'est un produit qui est là et c'est vraiment quelque chose qui vient transformer la donne parce que lorsqu'on travaille au niveau du kernel, au niveau des appels, de procédures au niveau du CPU, on ne parle pas de trafic encrypté, là, on a une visibilité complète sur ce qui se passe. Fait que c'est super intéressant et c'est un domaine en pleine ébullition. J'ai parlé tantôt des LLM, donc les Large Language Models, et on va en parler un peu plus lorsqu'on va parler de la partie comment Cisco peut vous aider à déployer ça. L'autre partie qui est intéressante, sur laquelle il se fait beaucoup de travail présentement, c'est les Rich Media Models, c'est-à-dire comment on peut travailler en temps réel. Et vous avez vu, là, il y a plein d'applications qui se font là-dedans, comment on peut, par exemple, modifier en temps réel des signaux vidéo, comment moi je peux me promener dehors, mais vous faire penser que je suis en Floride sur une plage alors que je suis en train de me promener sur des sentiers enneigés, je change mes vêtements, etc. Donc, comment traiter l'image en temps réel, comment vraiment modifier l'aspect, etc. Et donc, ça, c'est vraiment un endroit présentement où on travaille beaucoup. Évidemment, nous autres, ce n'est pas tellement pour le marché des influenceurs, c'est plus pour le marché des centres d'appel, le marché, évidemment, de tout ce qui est service à la clientèle, contact, etc. Alors, on est capable de détecter avec ça la marche à suivre, évidemment, et capable de comprendre ce que le client veut dire, comment interfacer avec le client, comment aussi comprendre les inflexions dans la voix, la tonalité, pour être sûr de ne pas frustrer le client plus que ce qu'il est présentement, ou en tout cas être aussi agile dans le traitement de l'information à ce niveau-là. Ce qui fait que ça nous permet de faire plusieurs choses lorsqu'on monitore la situation dans WebEx. Le premier, c'est, évidemment, c'est WebEx Teams. Vous avez peut-être Microsoft Teams, vous avez Slack. Dans WebEx Teams, un des trucs le fun, c'est évidemment la possibilité de, vous partez 2-3 jours, là, aujourd'hui vous êtes au City, demain vous retournez au bureau, vous regardez vos différentes salles, il s'est passé plein d'activités. Ici avec l'assistant, on est capable de demander un résumé. Qu'est-ce qui s'est dit? Y a-t-il des action items qui sont faits pendant que je n'étais pas là ou pendant que je n'ai pas regardé? Et ça, c'est super intéressant. De la même façon, lorsqu'on a des réunions, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. On peut avoir de la traduction en temps réel. Donc, on peut voir les commentaires qui s'affichent à l'écran pour quelqu'un qui parle en espagnol ou en anglais, les voir en français si on désire. On peut avoir aussi donné à l'assistant la responsabilité de régler de nous donner les minutes, aussi d'écrire les action items, etc. Et évidemment, lorsqu'on est en cours de ça, s'il y a quelqu'un qui n'écoute pas, on va voir à l'écran une petite tasse de café qui s'affiche pour dire que ce participant-là n'est pas aussi attentif qu'il le devrait. L'amélioration aussi, comme je vous disais, en temps réel du vidéo, fait que vous avez vu qu'on est capable de traiter cette information-là pour vous donner une expérience optimale en tout temps. Parlons maintenant comment Cisco va faciliter la mise en place d'infrastructures d'intelligence artificielle dans votre entreprise. Tout d'abord, l'intelligence artificielle, il faut comprendre qu'il y a plusieurs parties dans l'intelligence artificielle, pas parties en fait. Ça compose un ensemble de terminologies qu'on définit.
et qu'on a défini depuis longtemps. Donc, le machine learning, c'est évidemment quelque chose qu'on fait depuis longtemps, comme on est capable de montrer à un ordinateur, de comprendre les données et de voir qu'est-ce qu'il en était. Le deep learning nous permet de faire ce qu'on appelle l'inférence, donc de trouver à travers une série de données plus d'informations que ce que normalement on aurait récupéré. Et à partir de là, pour le deep learning, on peut introduire des modèles de langage, qui veut dire qu'on est capable d'interagir avec notre service si on a surtout l'intelligence artificielle générative, d'être capable d'interagir de façon beaucoup plus dans une langue qui s'apparente à la nôtre plutôt qu'une langue qui serait typiquement pour l'interface usager-machine. Je passe rapidement sur les modèles de langage. Vous voyez ici, l'idée là-dedans pour vous montrer ça, c'est de dire qu'il n'y a pas juste ChatGPT dans la vie et il n'y a pas même Claude ou les autres qui sont des très, très gros modèles qui ont des milliards de paramètres. C'est très intéressant, ça permet de faire plein de choses. Mais souvent, les entreprises n'ont pas besoin de ça. Il y a des modèles qui fonctionnent sur votre iPhone qui peuvent probablement, peut-être, dans certains cas, à l'intérieur de votre entreprise, être bien suffisant pour amener de la valeur. Alors, vous n'avez pas besoin d'investir dans des infrastructures extrêmement complexes pour ça. Rapidement, le défi qu'on a avec l'intelligence artificielle est différent lorsqu'on parle de réseau et lorsqu'on parle de serveurs. C'est différent de ce que vous allez avoir, par exemple, pour du high-performance computing, pour, mettons, des serveurs traditionnels. Et on a évidemment publié plusieurs white papers là-dessus, mais essentiellement, aujourd'hui, si vous regardez comment l'apprentissage se fait, alors vous avez toute une série de données. Là. Vous avez des tonnes et des tonnes de données que vous rentrez dans vos serveurs et dans vos GPU. Puis là, les GPU, eux autres, ils essayent de trouver les liens, ils essayent de colorer les données, de trouver des liens entre ces données-là. Une fois que ce traitement-là est fait, ils s'arrêtent. Puis là, ils veulent communiquer les uns avec les autres pour dire qu'est-ce qu'ils ont découvert. Et en ce faisant, bien là, ils viennent, du point de vue du réseau, saturer complètement les liens pendant une période de temps jusqu'à temps qu'ils s'échangent les données. Après ça, ils arrêtent et ils reprennent le traitement avec une autre série de données. Et ce processus-là se répète et se répète. Du point de vue, évidemment, comme je le disais, du point de vue d'un réseau Internet, c'est pas nécessairement un protocole qui a été bâti dans les années 50, 40, 50. Ce n'est pas nécessairement un protocole qui a été bâti en fonction de l'intelligence artificielle. Et donc, il n'y a pas les outils pour permettre cet échange de trafic-là de façon efficace. C'est pour ça que des compagnies comme NVIDIA vont vous dire, bien, écoutez, utilisez InfiniBand qui a ces protocoles-là pour empêcher la perte de paquets, pour céduler, si on veut, les communications entre les GPU. Maintenant, chez Cisco et avec d'autres manufacturiers, on a bâti le Converged Ethernet et le RDMA over Converged Ethernet. RDMA, donc, comment aller installer dans la mémoire directement, à travers un réseau Ethernet, des données, et avec cette fonctionnalité-là de Converged Ethernet qui ajoute au protocole Ethernet qui ajoute donc des fonctionnalités telles que empêcher de perdre des paquets, de pouvoir céduler des liens, etc. Donc, ce RDMA over Converged Ethernet qu'on entend souvent le nom Rocky 2. Rocky 2 donc, nous permet de faire, à travers un réseau Ethernet existant, ou en tout cas modifié selon ces paramètres-là, une performance qui est à peu près similaire à 0.9, 90% de ce qu'on retrouverait sur un réseau InfiniBand. Fait que là, ça devient vraiment super intéressant. Chez Cisco, un des avantages que l'on a, c'est qu'on est un des seuls manufacturiers à faire notre chipset qui s'appelle Silicon One, qu'on retrouve dans nos produits. Ce chipset-là est reprogrammable. Ça fait qu'en fonction des nouvelles avec les nouvelles fonctionnalités qu'on veut rajouter au niveau Ethernet, on est capable de reprogrammer ce chip-là et de montrer que l'atteinte des résultats est à peu près similaire à ce qu'on retrouverait sur InfiniBand. C'est super intéressant pour moi. Si vous voulez en savoir plus, il y a un super white paper sur le site de Cisco là-dessus, que je pourrais vous donner la référence, mais ça décrit vraiment en détail qu'est-ce qui se passe au point de vue statistique, et on peut aller vraiment aussi profondément qu'on veut là, au niveau des questionnements là-dessus.
Et c'est pour ça qu'on a signé un partenariat avec NVIDIA. Ben, c'est sûr qu'NVIDIA, c'est les deux dans le marché. Vous voyez ici notre UCSX avec les 8 GPU d'NVIDIA. On a aussi une entente avec AMD qui fait maintenant ces GPU aussi. L'affaire là-dedans, là, honnêtement, que peut-être vous avez plus ou moins réfléchi, mais faites attention si vous partez votre système d'intelligence artificielle, tout ce qui est le cooling, tout ce qui est la puissance générée, la demande en puissance par rack est absolument fantastique. Vous allez probablement devoir accroître énormément la capacité au niveau électrique et la capacité de dissipation de la chaleur parce que ça chauffe ces petites bêtes-là. Mais donc, ça nous permet de faire, de donner à l'usager, à vous, une densité au niveau des GPU qu'on n'avait pas auparavant. Pour vous aider à développer une fabrique avec ça, on a lancé le produit Cisco Nexus Hyperfabric. Ce produit-là, pour ceux qui connaissent Meraki, ça c'est Data Center Meraki. Alors, ça nous permet d'utiliser de façon simple, de mettre en place la fabrique, de mettre en place les liens entre les différents serveurs, gérer complètement l'info nuagique. Vous n'avez rien à toucher là-dedans. BGP, EVPN, vous n'avez pas à connaître tous les détails de la fabrique qui va s'installer. Ça le fait pour vous et c'est bâti en fonction des use cases. Donc, si vous voulez faire une fabrique d'intelligence artificielle et de langage machine, c'est le produit à utiliser pour être de façon très simplement. On a aussi des produits qui nous permettent donc de sécuriser le développement de votre langage, de votre modèle de langage et de permettre aussi de sécuriser tout ce qui l'invite de commande, dont je vous parlais tantôt, donc le prompt engineering. Et ça, c'est super, des produits donc, qui vont vous permettre encore une fois, de déployer et de s'assurer que vous obtenez en bout de ligne les résultats escomptés. Ce qui est important de retenir là-dedans, si vous embarquez dans un projet d'intelligence artificielle, et là, vous voyez que j'ai 30 minutes, ça fait que je vais vite, là, mais l'idée, c'est que ça prend quand même une expertise sur les données. Je comprends qu'ils peuvent être lousses, les données, là, dans un modèle, mais il faut vraiment que vous sachiez, avec des data scientists, puis je sais qu'ITI, en particulier, a déjà des gens qui sont en place et qui connaissent les modèles. Donc, je dirais, de faire un certain ménage dans vos données, de s'assurer aussi que les données que vous allez prendre vont pouvoir vous mener à les objectifs que vous avez en installant un système d'intelligence artificielle. Donc, ça commence par ça. Et après ça, on peut choisir le modèle qu'on veut mettre en place, pas nécessairement mettre un modèle trop gros, quelque chose qui répond à vos besoins, puis insérer d'autres composantes de sécurité pour finalement réaliser rapidement vos objectifs là, par rapport à la mise en place de tel modèle. Et voilà, ça finit notre bref survol de 30 minutes sur l'intelligence artificielle. Écoutez, j'aurais pu en parler beaucoup plus longtemps. Il y a pas mal d'informations qui, j'espère que ça va vous donner le goût de creuser un peu plus, tant du point de vue réseau, tant du point de vue serveur, que du point de vue des applications maintenant qui utilisent les assistants dotés d'intelligence artificielle et qui vous permettront donc d'être plus résilients, plus agiles et en même temps de sécuriser votre réseau pour pouvoir obtenir rapidement les objectifs reliés à l'intelligence artificielle et les investissements que vous allez faire. J'espère que ça a répondu ou que ça vous a éclairé un petit peu. S'il y a des questions ou quelque chose, je vais rester ici pendant les prochaines minutes. Mais je vous remercie de votre attention cet après-midi et à bientôt.